Bonjour, bienvenue, une nouvelle semaine qui s'annonce en compagnie de notre invitée, c'est Valérie Bodzi. Bonjour. Bonjour. Valérie Bodzi, maire de la commune de Grosseto-Prugna-Portici, également conseillère au conseil départemental de Corse du Sud. Voilà, il faut prendre l'habitude de dire conseil départemental, c'est un peu compliqué. Et également présidente de la commission des finances à ce même conseil départemental. On va parcourir, si vous le voulez bien, quelques faits d'actualité durant toute cette semaine et on va parler pour ce lundi du cas de Nicolas Battini. Nicolas Battini, c'est ce jeune homme incarcéré à la prison de Bois d'Arcy qui avait entamé une grève de la faim, quasiment 14 jours de grève de la faim. Il a interrompu cette grève de la faim, c'était en milieu de semaine dernière, à l'appel de sa famille, à l'appel d'un très large comité de soutien, constitué bien évidemment de la Socio Solidarita, mais pas seulement. Il y a de nombreuses personnes qui sont venues le soutenir, dont le président de l'université et également la Ligue des droits de l'homme. On va écouter l'une des avocates de Nicolas Battini, maître Rosa Prosperi. Elle va nous parler justement de la difficulté d'étudier en milieu carcéral et justement de l'offense qui était faite à Nicolas Battini, parce qu'on va rappeler qu'il avait entamé cette grève de la faim pour demander un changement de maison d'arrêt pour pouvoir mieux étudier. Valérie, on se retrouve tout de suite après. Très bien. Il est impossible d'étudier, il est confronté à des situations, une situation matérielle qui est très très difficile. C'est déjà plus difficile pour un détenu d'étudier en prison parce qu'il n'a pas ni de professeur, ni de conseil de professeur. Il ne peut demander d'avis à quiconque. De surcroît, les conditions matérielles sont difficiles. Et en plus, il n'a absolument aucune réponse du juge d'instruction, même après ces 45 jours de mitard. On a l'impression qu'il y a quand même un paradoxe parce que du côté notamment de l'institution pénitentiaire, on parle de la réinsertion comme d'une vertu, y compris au niveau des études supérieures. Et on voit le cas de Nicolas Battini où rien n'est fait, semble-t-il, pour favoriser son cadre d'études. Comment vous expliquez ce paradoxe aujourd'hui ? Certains établissements pénitentiaires sont certainement moins bien dotés que d'autres et sont moins bien organisés à ce niveau-là. À partir du moment où il est dans un établissement pénitentiaire qui est moins bien organisé, il y a une solution toute simple, c'est celle de le transférer vers un établissement pénitentiaire mieux organisé. Or, le juge d'instruction ne le veut absolument pas, pour des raisons que nous ignorons. Alors Valérie Bodzi, dans votre présentation, évidemment, j'ai donné vos mandats électifs. J'ai omis de préciser que vous étiez également avocate de profession. Donc on suppose que c'est un cas qui vous interpelle. Oui, c'est un cas qui bien sûr m'interpelle dans le cadre de ma profession et qui finalement se retrouve très souvent parce que aujourd'hui la détention doit servir bien sûr à punir, mais il me semble important que cette détention soit également mise à profit pour que à la sortie de la prison il y ait un emploi ou en tout cas une reconversion, une réinsertion possible. Et aujourd'hui, on se rend bien compte à travers ce cas en particulier, mais ça arrive très souvent que en détention, on ne peut pas, ou en tout cas c'est très difficile d'être formé, d'avoir vraiment un plus pendant ce temps, mettre à profit ce temps pour la vie après la prison. Alors dans l'extrait que vous avez passé, effectivement, l'avocate explique que certaines prisons sont mieux dotées que d'autres, mais généralement, l'ensemble des prisons manque cruellement de formation, de professeurs, et en tout cas n'aide pas les détenus qui le souhaitent. Certains ne souhaitent pas en profiter, mais beaucoup souhaiteraient profiter de ce temps-là pour se construire un avenir, et malheureusement, on ne donne pas cette possibilité aujourd'hui en détention. Alors on va reprendre la question que posait Julien Pernitsch à maître Prosperi. Est-ce que justement il n'y a pas un paradoxe en fait, On parle effectivement beaucoup de cette réinsertion, notamment dans la politique carcérale, dans la politique judiciaire, et puis concrètement ça se matérialise pas forcément. Il y a un paradoxe énorme, effectivement. La détention aujourd'hui est prise simplement comme la sanction et il n'y a pas l'accompagnement ensuite nécessaire pour que cette sanction soit mise à profit dans l'intérêt de la société d'une manière générale. Bien sûr, c'est l'intérêt du détenu également, mais c'est aussi l'intérêt de la société que ce détenu puisse, à sa sortie de prison, trouver un travail, se réinsérer et pas retomber dans la délinquance qui a pu le conduire en détention. Alors on a entendu aussi le président de l'université qui s'est mobilisé, sur ce cas mais peut-être sur d'autres aussi, qui parlait du mutisme de l'autorité judiciaire aussi,
aussi, puisque le président de l'université s'est en quelque sorte porté garant. Il a adressé certains courriers, un certain nombre de courriers, pour parler du cas de Nicolas Batigne. La mobilisation populaire, la mobilisation, c'est quelque chose qui, selon vous, peut faire avancer les dossiers plus généralement ? Bien sûr, il faut en tout cas que les politiques prennent conscience, au niveau national bien sûr, de cette nécessité. Il y a aujourd'hui une réforme pénale qui est en cours, mais qui ne prend pas conscience de cette nécessité de former des personnes qui sont aujourd'hui en détention, même si la réforme qui est proposée aujourd'hui, la réforme pénale, tend à limiter la détention, elle n'accompagne pas en tout cas les détenus dans le cadre de formation. Alors sur cette réforme pénale, il y a effectivement cette, on va dire, libéralisation un petit peu entre guillemets. Il y avait eu aussi une mobilisation. On avait vu le barreau d'Ajaccio monter au créneau dans le cadre peut-être d'une autre loi aussi, la loi Macron, où la profession était très inquiète. Oui. Aujourd'hui, on en est où ? La profession est toujours inquiète. C'est vrai que le barreau d'Ajaccio était l'un des barreaux les plus mobilisés et qui a fait une grève totale. Ça a été l'un des seuls barreaux d'ailleurs qui a maintenu cette grève-là. Effectivement, il y a quelques risques. Alors, il y a eu des modifications de la loi Macron qui ont réduit un petit peu les craintes, mais il y a toujours, dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat et notamment l'ouverture aux capitaux extérieurs de cette profession d'avocat, la suppression de la postulation devant le tribunal de grande instance qui inquiète bien sûr les petits barreaux puisque ça risque de favoriser l'implantation de gros cabinets dans nos régions rurales où les contentieux bien sûr reculent puisqu'ils sont aujourd'hui principalement redistribués vers Marseille et Paris. Donc les juridictions d'exception aussi ? Donc surtout les juridictions d'exception qui reprennent bien sûr un grand nombre de contentieux et qui échappent aujourd'hui aux avocats insulaires. Merci beaucoup Valérie Boaddi d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions sur cette première thématique, dans votre domaine professionnel en fait. On rappelle donc que vous êtes maire de Grosseto-Prugne-Portici, la commune bicéphale, c'est important de le préciser, mer et montagne, il n'en reste pas beaucoup en Corse, mais Grosseto tient bien la barre. On rappelle aussi que vous avez été élue à la présidence de la commission des finances du conseil départemental de Corse du Sud et que vous êtes avocate, ça on l'aura bien compris dans le sujet. On va se retrouver dès demain avec un nouveau thème d'actualité. À demain. Merci, à demain. Bonjour, bienvenue Radio Alta Frequenza qui accueille durant toute cette semaine Valérie Boaddi. Bonjour. Bonjour. Maire de Grosseto-Prugne-Portici, conseillère départementale donc en Corse du Sud, présidente de la commission des finances, avocate également, pour parler d'un thème important, c'est le thème de l'énergie ce matin. L'énergie avec la construction d'une nouvelle centrale en Corse du Sud, une impérieuse nécessité, on dit notamment les organisations syndicales pour éviter le blackout à l'horizon 2020. Donc Ségolène Royal est venue en Corse très récemment avec apparemment de bonnes nouvelles, quoique pas pour tout le monde, puisque les organisations de défense de l'environnement à Zintineda notamment étaient très inquiètes. Mais quoi qu'il en soit, donc elle a apporté des nouvelles concernant l'alimentation en gaz de cette future centrale, du moins dans un moyen terme, puisque dans un court terme, on devrait être sur du fioul léger. Reste maintenant à définir le choix d'implantation de cette centrale. On va écouter la réaction de Marie-Antoinette Santoni Brunelli, qui est conseillère territoriale, qui a donc reçu le message aussi du ministre Ségolène Royal, et on vous retrouve tout de suite après. C'est vrai que la ministre est arrivée avec des réponses extrêmement positives puisqu'elle nous a apporté des réponses quant à l'approvisionnement de nos futures centrales au gaz. Donc ça c'est important, c'est fondamental. Elle a apporté des réponses aussi concernant le financement des études liées au renouvellement de la centrale d'Ajaccio. Reste la question qui n'est pas des moindres de l'emplacement de cette future centrale. Il faut que l'État prenne une décision, bien évidemment en concertation avec les élus locaux. Une fois que cet emplacement sera défini, et encore une fois, c'est une étape importante, prioritaire. Et là, nous pourrons être totalement rassurés sur notre avenir énergétique.
Alors Valérie Baudy, donc Marie-Antoinette Santoni-Brunet, l'Ajaccio ou Bastelicac, c'est le choix qui se profile. Dans le reste de l'interview, Marie-Antoinette Santoni-Brunet l'indique que ça serait pas une si mauvaise chose pour Ajaccio, du moins avec les nouvelles que vient d'amener Ségolène Royal. Oui, effectivement. Bon, d'abord, on peut se réjouir en tout cas de cette annonce pour l'avenir de notre région. Effectivement, éviter le blackout, c'est en tout cas une très bonne nouvelle. Maintenant, la région, enfin en tout cas le lieu d'implantation, c'est vrai que je crois que Bastelicac était également pressenti et Ajaccio. C'est à mon avis une décision politique que les élus de ces régions-là, de la ville de Bastelicac et d'Ajaccio, doivent se mettre en concertation pour trouver le lieu d'implantation le plus adapté. Je pense que dans le cadre de collaboration entre ces deux communes, il n'y aura pas de difficultés a priori sur le lieu d'implantation. Pourquoi pas Ajaccio, si Marie-Antoinette Santoni-Brunet, en tant qu'élue de la ville et de la CAPA, a une proposition, je pense qu'elle le fera, bien sûr. Alors justement, en tant qu'élu, vous en tant que maire d'une commune, on disait hier de cette commune bicéphale entre Grosseto et Portici, c'est une opportunité, une telle centrale aujourd'hui? Mais je pense que c'est en tout cas vital pour l'avenir de notre région. On se félicite de cette décision. Alors j'espère que on aura des précisions très prochainement, parce que ça a été l'annonce officielle, mais finalement on attend encore quelques petites précisions qui devraient venir et rassurer l'ensemble de la population sur notamment le délai de réalisation de cette centrale. Oui. L'arrivée du gaz, vous y croyez ? Alors moi j'ai encore quelques petits doutes, mais j'espère en tout cas qu'ils seront levés justement par un travail un peu plus concret que ce qui a été fait jusqu'à présent, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement il n'y a rien de très concret sur cette arrivée du gaz. Donc j'espère en tout cas me tromper et que ça arrivera très prochainement. Ça remonte en fait, on se souvient Nicolas Sarkozy, le gaz ici, le c'est voici. C'est ça, voilà. Après finalement on n'a plus entendu parler, puis ça revient aujourd'hui encore. On a l'impression qu'à chaque fois c'est un thème qui fait parler, qui fait espérer aussi beaucoup, et puis finalement on laisse tomber souvent ce projet. C'est dommage. Oui. L'implantation d'une telle unité dans une commune, c'est une aubaine pour la commune? Ce sont des rentrées d'argent aussi? Ça fonctionne comment? Bien sûr, c'est à mon avis une aubaine en termes d'argent, principalement, parce que les communes aujourd'hui souffrent d'un manque de revenus supplémentaires. Les dotations de l'État sont réduites. On essaye, en tout cas dans ma commune, j'essaye de ne pas augmenter les impôts, et je ne l'ai pas fait depuis que je suis élue. Donc c'est vrai que c'est un atout pour une commune de pouvoir avoir ce genre d'infrastructure, et finalement les nuisances sont très réduites. Il n'y a pas de nuisances sonores, il n'y a pas de nuisances olfactive, peut-être esthétique, mais encore aujourd'hui on peut faire des choses qui s'adaptent à l'urbanisation. Donc oui, c'est à mon avis une chose très importante pour le développement d'une commune. Oui. Oui, surtout que ça risque de démarrer donc au fioul léger pour passer ensuite au gaz. Les énergies renouvelables, alors on en parle beaucoup également puisqu'on est dans le cadre donc de cette question énergétique. Quels sont est-ce que vous, par exemple, dans votre commune, vous utilisez des énergies renouvelables? Alors, on a aujourd'hui réalisé une nouvelle mairie, un centre administratif et culturel qui est un bâtiment donc BBC à économie d'énergie, qui effectivement utilise les nouvelles technologies en termes de chauffage, qui puise donc la chaleur par le sol et la répartit. Il y a également l'installation de panneaux solaires qui est en cours sur la commune, et notamment pour les bâtiments communaux comme l'école. En tout cas, l'école a été également refaite avec un souci d'économie d'énergie, et donc oui, nous essayons aujourd'hui de mettre les bâtiments communaux, en tout cas, dans cette nouvelle technologie, et réduire bien sûr l'impact de nos bâtiments.
Il y avait un projet non loin de Grosseto, à Sainte-Marie-Siché pour ne pas le citer, un projet de biomasse qui finalement n'a pas vu le jour pour cause de mobilisation de la population. Par rapport à ce projet, vous étiez plutôt pour, s'il avait été sur votre commune, vous l'auriez défendu? Alors, le projet était effectivement sur la commune de Sainte-Marie-Siché. Le maire s'y était opposé et la population était montée effectivement au créneau. Il y a eu un collectif. Tout à fait, un collectif qui avait été créé. Il y avait beaucoup de craintes sur cette usine, parce que c'était réellement une usine avec des cheminées. Alors, je pense qu'il y a eu un problème de communication aussi sur la réalité du projet. En tout cas, aujourd'hui, je crois que le projet est abandonné et sera réalisé, en tout cas, le projet sera peut-être réalisé sur la Haute-Corse ou dans le centre Corse. La population s'était opposée, non pas réellement au projet, mais surtout au lieu d'implantation en plein cœur d'un village, à côté d'une école. Il y avait vraiment un souci même de déplacement des camions, parce qu'on utilisait une voie très fréquentée en plein cœur du village, même le but était de passer par Sainte-Marie ou Grosseto. Donc c'est vrai que ça posait beaucoup de difficultés de sécurité et en tout cas le lieu d'implantation de cette usine n'était pas le mieux choisi. Merci beaucoup Valérie Bodzi. Merci. On va se retrouver demain pour parler d'un autre thème d'actualité. À demain. À demain. Bonjour, bienvenue, ravie de vous retrouver, ravie de retrouver également notre invitée Valérie Bodzi, bonjour. Bonjour. Conseillère départementale, présidente de la commission des finances, maire de la commune de Grosseto-Prugne-Portici et avocate également. Vous passez cette semaine en notre compagnie. On va parler d'une thématique, celle de la CGT de Haute-Corse, qui à l'occasion donc de la présentation des manifestations du 1er mai, s'était positionnée sur des thématiques, on va dire, politiques et notamment le statut de résident. Alors, partant en fait de la mobilisation de la jeunesse et notamment de la mobilisation de la jeunesse du Juventud Independentista à Corte, Jean-Pierre Battestini, qui représente le syndicat CGT sur la Haute-Corse, a fait un parallèle qui a fait pas mal de remous en fait entre le fameux statut de résident et il est remonté à une histoire un pan très sombre de notre histoire, le nazisme. Donc on imagine que ce parallèle, forcément, il a été pas très bien accueilli en Corse. Donc on va écouter Jean-Pierre Battestini sur ce court extrait et on vous retrouve. Je pense que la jeunesse de Juventud Independentista a été manipulée par l'exécutif de l'Assemblée de Corse, qui propose des solutions irréalistes, voire dangereuses, comme le statut de résident où il y aurait des droits sociaux différents entre salariés. Ça, c'est inacceptable, puisqu'on va célébrer les 70 ans de la fin du nazisme et justement des thèses racistes qui ont été mises en place. Le statut fiscal aussi, franchement, là, on voit que c'est un risque aussi avec la collectivité unique d'autonomie fiscale pour les régions, avec les ressources que possède la Corse. Ça pourrait se traduire par des baisses d'impôts, certes, pour les rentiers et les entreprises, mais par un doublement, voire un triplement des impôts locaux. Alors Valérie Bodzi, donc Jean-Pierre Battestini, qui n'y va pas par quatre chemins. Oui, c'est le moins que je puisse dire. On sait que votre formation politique n'était pas spécialement favorable au statut de résident, mais est-ce que quand même on peut aller jusque-là? Non, là c'est vrai que c'est en tout cas peut-être un petit peu maladroit de sa part ou vraiment exagéré bien sûr. C'est vrai que sur le statut de résident, je suis plutôt réservée tout simplement parce que je considère ça comme anticonstitutionnel et en tout cas pas applicable aujourd'hui en France et en Corse, même si je ne suis pas contre plus d'autonomie dans la gestion de notre région. Effectivement, le statut de résident aujourd'hui me semble un petit peu une utopie. C'est vrai que on peut faire croire beaucoup de choses avec ce statut de résident, mais finalement, dans la pratique, il est irréalisable. Quelle autre solution? Parce qu'en fait, il a été mis en place, il a été voté pour lutter contre ce que l'on appelle la spéculation immobilière. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Alors c'est vrai que la spéculation immobilière aujourd'hui existe et est un souci. Moi, principalement dans ma commune, je rencontre également ce problème-là parce que aujourd'hui les Corses, clairement, ont beaucoup de mal à rivaliser avec les personnes venues du continent et voire même de l'étranger, qui bien sûr peuvent acquérir des terrains sur le littoral et même dans l'intérieur. Ça se déplace de plus
plus en plus à des prix très importants. C'est vrai que c'est un problème. Pour lutter contre ça, il y a des outils juridiques aujourd'hui qui permettent aux collectivités justement de privilégier certaines personnes et en tout cas d'elles-mêmes permettre l'accessibilité à la propriété de locaux. J'ai sur ma commune même un lotisseur qui a privilégié la vente à des Corses. Voilà, ça a été son choix. C'est une possibilité. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vendre à qui vous le souhaitez. Donc effectivement, si vous souhaitez vendre à un Corse, vous pouvez le faire. Maintenant, les prix pratiqués souvent posent le problème pour le Corse de pouvoir se porter acquéreur d'un terrain sur le littoral ou même dans l'intérieur. Voilà, il y a des solutions. L'établissement public foncier de Corse qui avait été créé peut notamment se porter acquéreur de terrains pour que les terrains reviennent aussi aux collectivités qui pourraient à ce moment-là vendre à d'autres personnes. Oui, l'établissement public foncier, c'est un outil efficace. C'est un outil, en tout cas, qui aujourd'hui n'est pas tellement exploité, mais qui pourrait permettre de lutter, en tout cas, d'apporter une réponse à l'accession à la propriété pour les insulaires. Sur le statut fiscal, votre sentiment? Alors, est-ce que ça peut être aussi un outil, cet outil fiscal, peut-être avec des fiscalités différentes, avec Tout à fait. Oui, c'est vrai que une autonomie fiscale et en tout cas une gestion de la fiscalité différente ici en Corse pour les Corses pourrait permettre également de réduire réduire ce problème. Oui. Ça peut être une approche. En tout cas, le statut de résident, même si il a permis de poser la question et de réfléchir à cette question, aujourd'hui, à part cette réflexion un peu idéologique, n'apporte pas de réponse concrète et effective sur le terrain. Alors quand on est élu justement, le statut de résident, tous ces problèmes du foncier, on a vu les problèmes de PLU que ça pose aussi, est-ce qu'on n'est pas un peu... c'est compliqué, ça devient compliqué la tâche de maire. Oui, c'est vrai que la tâche de maire est compliquée. L'élaboration d'un PLU est très complexe. Aujourd'hui, c'est en cours sur la commune. Nous avons un poste partiel donc qui permet de réduire aussi les problèmes de spéculation. Il est aujourd'hui applicable. On élabore le PLU, mais c'est vrai que c'est aussi un outil très important pour une commune pour maîtriser son développement. Aujourd'hui, même si c'est très compliqué et on a vu nombreux de PLU annulés par le TA, ça donne bien sûr pas envie de se lancer dans cette aventure, mais c'est quand même, à mon avis, très important, justement, aussi pour accompagner cette spéculation et maîtriser son territoire. C'est une chose très importante, je pense. Bon, bien sûr, nous serons bientôt obligés d'avoir ce document d'urbanisme, mais c'est, à mon avis, une chose très importante. On y arrive? Comment on fait quand on élabore un PLU sur votre commune, qui est en même temps sur la loi littorale, qui a d'autres... Alors, c'est vrai que la première chose qu'on a faite, c'est de prendre toutes les contraintes, parce que c'est vrai qu'on a la loi littorale, la loi montagne, les SNIEF, les zones inondables, les zones agricoles. Donc, on prend d'abord toutes les contraintes et ensuite, on regarde ce qui reste. Exactement. Malheureusement, parfois, il reste pas grand-chose. Alors, on essaye un petit peu d'adapter, mais c'est vrai que c'est comme ça. Ça doit se faire en concertation pour en tout cas éviter, et j'espère qu'on évitera le recours et l'annulation du document que nous nous apprêtons aujourd'hui à terminer et qui, à mon avis, sera arrêté avant la fin de l'année. Merci beaucoup Valérie Boazzi. On va se Merci. retrouver dès demain. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invitée Valérie Boazzi. Bonjour. Bonjour. Effectivement, puisque demain c'est le 8 mai, donc pas d'émission. Valérie Boazzi, conseillère départementale, également maire de la commune de Grosseto-Prugne-Portici et avocate. On va parler emploi ce matin. Les chiffres du chômage sont tombés, ils sont en stagnation entre le mois de février et le mois de mars, mais pourtant, sur une année, la Corse a payé un lourd tribut en termes de demandeurs d'emploi.
On sait que le Conseil général s'intéresse beaucoup à ces problématiques du social. On va écouter Géraldine Morillon qui représente la Directe, donc la direction de l'emploi et du travail, et on se retrouve après. On va se garder de toute extrapolation, de toute interprétation excessive de ces chiffres, simplement. Une stabilisation pour une partie de la demande d'emploi a baissé et puis une légère baisse sur l'ensemble des catégories, sauf les seniors. Toujours une dégradation pour la catégorie d'emploi des plus de 50 ans en demande d'emploi qui continue à fortement se dégrader en Corse après une année 2014 très très inquiétante sur l'ensemble des chiffres, puisque prendre juste les chiffres corses double voire triple les chiffres nationaux. Il y a une évolution de 4% en Corse, ce sera 10, une évolution de 6% en Corse, ce sera 12. Ça, c'est quand même assez marqué. Même si on fonctionne sur des petites valeurs, sur des petites données où il faut prendre des fois assez de prudence, moins 25 demandeurs d'emploi sur certains bassins d'emploi, ça représente moins 40% de la demande. Il faut être assez prudent, mais tout de même. Valérie Bode, une année très très inquiétante en termes de demandeurs d'emploi. Oui, c'est très inquiétant et on s'en rend compte dans les collectivités parce que effectivement, on a de plus en plus de jeunes qui se tournent vers la commune, le conseil général. C'est leur seule possibilité pour eux. Ils ne voient pas d'autres sources de travail qu'une collectivité. C'est bien sûr faux puisqu'il y a d'autres secteurs d'activité, mais en tout cas, ils ne sont pas ou orientés ou formés pour pouvoir trouver un travail et ils se retournent vers la solution de facilité, peut-être la collectivité. Alors malheureusement aujourd'hui les collectivités ne peuvent plus faire face à toutes ces demandes d'emploi, même s'il faut bien sûr garder cette part d'embauche et même si parfois elle est plus sociale, en tout cas c'est important, mais ça ne peut pas résoudre l'ensemble des problèmes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la Corse, et ça a été dit dans le petit extrait, est lourdement touchée par ce défaut d'emploi, même si au niveau national c'est pas très glorieux déjà. En Corse, il y a de plus en plus de chômage et c'est en tout cas très inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, les services de la Directe avaient rencontré aussi notamment l'association des maires de Corse du Sud pour parler de ces contrats aidés dans le secteur non marchand. Donc, on en revient à ce que vous disiez, donc des contrats aidés peut-être pour ramener des gens vers les collectivités qui pourront pas forcément pérenniser les emplois derrière, c'est pas... Voilà, c'est ça. Alors c'est un petit peu une solution de facilité. Alors c'est un contrat aidé, c'est bien, ça va aider un jeune, puisque c'est pour les moins de 25 ans et les plus de 50 ans, il me semble. Donc oui, ça va aider ponctuellement certaines personnes. Si après ça se concrétise par une formation et la pérennisation de l'emploi, pourquoi pas, mais si c'est simplement pour réduire artificiellement le chômage quelque temps et ensuite que ces personnes-là, au bout de 3 ans, se retrouvent à nouveau dans la même situation, ça me paraît être un petit peu la solution de facilité. Alors justement, vous êtes maire, donc les gens s'adressent à vous. Vous êtes également conseillère départementale qui a une problématique sociale. Donc ces gens, quand ils sont en situation difficile, ils s'adressent aussi au département. Donc comment est-ce qu'on... Oui, c'est vrai que au niveau du département, il y a une compétence sociale très élargie. Moi-même, dans ma commune, j'ai développé tout ce qui est l'action sociale, puisque nous avons recruté une assistante sociale et nous avons développé le CCAS de la commune, parce que c'est vrai qu'on se rend compte, même si on considère que Grosseto et Portici est une commune riche qui n'a pas ce genre de problème, pas du tout. On rencontre bien sûr beaucoup de personnes en difficulté, des demandes d'emploi également, donc il faut bien sûr que les collectivités, les communes, le département d'autant plus, gardent, en tout cas aident les personnes qui ont besoin ponctuellement de collectivités pour avancer. C'est à mon avis une chose à faire, l'une des compétences les plus importantes des collectivités, oui. Alors il y a le volet investissement aussi en termes d'emploi, donc dans le reste de l'interview, la représentante de la Directe indiquait par exemple le secteur du BTP était fortement en crise. Eux, ils font aussi forcément appel
à l'investissement public. Est-ce qu'aujourd'hui, le département, puisque vous venez de prendre la commission des finances, la présidence de la commission des finances, est-ce qu'il va poursuivre dans ce volet d'investissement ? Oui, le département aujourd'hui se porte bien. Donc, il y a des projets qui sont en cours, qui seront réalisés, d'autres qui bien sûr seront développés. En tout cas, il y a un budget investissement qui permet d'envisager la réalisation d'infrastructures nécessaires pour la Corse du Sud. Le Conseil général de Corse du Sud a un budget sur les travaux qui est en cours d'élaboration, là, puisque effectivement, je viens de reprendre la commission des finances et donc nous allons nous concerter pour voir les priorités, les projets qui sont en cours et qui doivent être terminés. Ça va pas être une charge trop lourde, en fait. Tout c'est la commission des finances, la gestion d'une commune, où en fait c'est un peu, pas la même chose, mais un petit peu la même chose. C'est assez complémentaire, effectivement. La commune, bon, moi je suis maire depuis 2008. Aujourd'hui, je considère qu'elle fonctionne bien. En tout cas, les services sont rodés, les élus ont chacun leurs tâches et ça fonctionne bien. Le département, je suis nouvellement élue, donc je prends mes marques, je regarde comment ça fonctionne, mais effectivement, j'ai quand même une petite expérience qui me permet aujourd'hui d'envisager ces deux mandats de manière assez complémentaire. Oui. Eh bien, merci beaucoup Valérie Boazzi d'être venue cette semaine. Merci à vous, c'était un plaisir. À très bientôt, que ce soit donc au département, à la commune, au fur et à mesure donc des projets que développe votre commune aussi. Et puis on rappelle que cette émission on la retrouve en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.com. À bientôt. Merci, à bientôt.